Je n'ai jamais fait partie de ceux qui disent que la police tue. Ça n'a aucun sens. Nous accueillons les Jeux Olympiques dans notre pays dans quelques semaines. Notre pays n'est pas prêt. Le trafic de stupéfiants, à l'échelle européenne et à l'échelle française, prend des proportions absolument dramatiques. Alors bonjour Monsieur Vico, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Merci pour votre venue. Donc vous êtes donc député socialiste de la 11e circonscription du Nord, conseiller communal de l'Homme, conseiller municipal de Lille, conseiller métropolitain. Merci Monsieur le député d'être là. Et donc sans plus attendre, nous allons aborder le premier thème de cette interview, la gauche et la sécurité. C'est une question qui était au cœur des débats suite à la mort du jeune Naël. La loi Cazeneuve, loi promulguée par l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, qui facilite l'usage de l'arme à feu pour les policiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous la considérez comme une loi républicaine? Totalement. À la suite de l'affaire Naël, le président de la commission des lois, Sacha Houlier, m'a confié, ainsi qu'à un autre député, Thomas Rudigoz, une mission d'information sur précisément la loi Cazeneuve. Une mission d'information, c'est finalement évaluer la loi Cazeneuve et regarder quelles sont les conséquences de cette loi. On a travaillé pendant 6 mois, on a auditionné une 50aine de personnes. Nous sommes déplacés à l'École nationale de police de Roubaix, à Marseille. Oui, c'est une loi républicaine. D'abord, c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, par définition, elle est républicaine. Mais j'entends bien le sens de votre question, qui est de dire, est-ce qu'elle transgresserait quelque part des valeurs républicaines? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai commencé cette mission d'information avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Je n'ai jamais fait partie de ceux qui disent que la police tue. Ça n'a aucun sens. Certains policiers peuvent se livrer à des actes répréhensibles, mais on ne peut pas réduire la police aux erreurs de quelques-uns. Et oui, cette loi est républicaine, bien entendu, et elle ne contrevient aucune valeur de la République, ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. Ce qu'a montré cette mission d'information, et notre rapport sortira dans quelques semaines, c'est un véritable, j'allais dire une question, mais même un problème, de formation de la police nationale. Ça, c'est autre chose. Mais cette loi est républicaine, oui, bien sûr. Et donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la formation de la police nationale? Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais je pense que la formation de la police nationale aurait tout intérêt à s'inspirer de la formation de la gendarmerie nationale. Le rapport à l'arme est très différent dans la police nationale et dans la gendarmerie. Le rapport à la mission, le rapport à la hiérarchie, le rapport aux ordres qui sont donnés ou pas au moment d'un refus d'obtempérer. L'entraînement. Vous savez, les policiers nationaux tirent 30 cartouches 3 fois par an, c'est-à-dire strictement rien. Donc, probablement aussi allonger la durée de formation de la police nationale. Aujourd'hui, il faut 3 ans pour former un éducateur spécialisé. Il faut entre 6 mois et 1 an pour former un policier. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en la matière, véritablement. Donc, faut-il, selon vous, réformer cette loi Cazeneuve ou, au contraire, la garder en l'état? Que diriez-vous à LFI ou ELV qui disent que cette loi est un permis de tuer? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens sur le fond. Qu'est-ce que serait une loi qui donnerait un permis de tuer? Enfin, ce serait complètement incohérent. Une loi qui donnerait l'autorisation de contrevenir à la loi. Donc ça n'a pas de sens sur le fond. Et sur la forme, c'est nul. Voilà. Un permis de tuer, non. Les policiers sont pas des assassins, sont pas des assassins en puissance, et ne sont pas des gens qui sont formés pour tuer. Voilà. Faut être clair. Notre police est républicaine. Elle souffre d'énormes défauts au regard de ce qui se pratique partout ailleurs en Europe. Elle mériterait d'être réformée profondément, sur de nombreux domaines, sur de nombreux points, dans de nombreux domaines. Mais de là à dire que c'est un permis de tuer, non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pensez-vous que la gauche a aujourd'hui un discours sécuritaire crédible et quelle est sa vision sur la sécurité? Mais la gauche a toujours eu un problème avec la sécurité parce que depuis un certain nombre de décennies, la droite a obtenu une espèce de victoire sémantique. La droite a toujours réussi à faire croire que sécurité et sécuritaire étaient des synonymes. La droite a toujours réussi à faire croire qu'elle était intrinsèquement efficace en la matière et que la gauche était génétiquement inefficace. C'est tout à fait faux.
depuis plusieurs décennies maintenant, la gauche s'est saisie de ces questions-là. C'est la politique de Lionel Jospin, la création de la coproduction de sécurité en 97, les contrats locaux de sécurité, les CLSPD, etc., etc. Néanmoins, il est vrai que la gauche a toujours eu du mal à se saisir de cette question, et moi je plaide depuis très longtemps pour que, au contraire, la gauche prenne cette question de la sécurité et de la prévention de la délinquance, qui est absolument indissociable, à bras le corps, parce que ceux qui souffrent le plus des questions d'insécurité sont ceux qui souffrent déjà d'autres difficultés dans des quartiers où ils sont confrontés à des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes de santé, etc., etc. Donc, la question de l'insécurité est une question de souffrance. Et moi, je pense vraiment que partout où les gens souffrent, c'est la place de la gauche, en matière d'insécurité comme pour le reste. Et au sujet de cette sécurité, qu'est-ce qui manquerait à la gauche? Dans leurs discours, dans leurs idées? Je pense pas que nous manquions d'idées. Euh, Ce qu'il manque, c'est de prendre pleinement conscience que la question de la sécurité est une question fondamentalement de gauche. Donc peut-on parler d'une vision socialiste de la sécurité? Oui, je le pense. J'ai même écrit un bouquin qui s'appelait Pour une sécurité de gauche. Oui, je le pense. Euh, la vision de droite de la sécurité, c'est très important cette différenciation. La vision de droite de la sécurité est une vision exclusivement répressive. On va construire des places de prison, il faut condamner davantage, etc., etc. Donc, je pense que il y a une régulation de la thématique de la sécurité et de la prévention de la délinquance qui doit permettre de renforcer d'abord la question de prévention, qui ont été largement abandonnées ces dernières années, mais aussi de retravailler à une vraie question de sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est pas une question technique pratique. La question de la sécurité dans notre société, c'est pas faut-il des caméras, plus de caméras, plus de flics, moins de flics, etc., etc. C'est pas ça. Plus de drones ou moins de drones. C'est pas une question technique, c'est pas une question pratique. C'est une question de choix de société. Quel type de société nous voulons-nous, et surtout quelle doit être notre police républicaine? Quel doit être le rôle? Quelles doivent être les missions? Comment doit évoluer la police dans la société? Comment doit être la police? Qui doit-elle représenter? Comment? Quelles doivent être ses missions? Donc c'est une vraie question de choix de société, la question de la sécurité. Et là, je pense véritablement que la gauche a un discours structuré, innovant, absolument pas ni lâche, ni laxiste en la matière, et que la gauche a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire en la matière, pour ne pas laisser ce terrain à la droite, qui elle n'a qu'une vision sécuritaire de la sécurité. Avec ces enjeux de sécurité, qu'est-ce que la gauche répond aux individus qui disent se sentir en insécurité en France? Mais je comprends ce sentiment. Bien entendu qu'on peut se sentir en insécurité en France. C'est une évidence. Lorsque vous habitez, je suis allé la semaine dernière à Marseille, rencontrer dans le cadre d'une mission d'information parlementaire les policiers des quartiers nord. J'ai rencontré le préfet de police, j'ai rencontré le procureur de la République, j'ai rencontré le général de gendarmerie. Lorsque vous habitez une ville où il y a entre 40 et 50 morts par an et entre 100 et 150 blessés par balle, bien entendu que vous vous sentez en insécurité. Et je pense que la question, plutôt la réponse, c'est pas celle qui est apportée aujourd'hui. Les fameuses opérations Place Nette de Gérald Darmanin, il en a fait une aujourd'hui à Roubaix. Le fait d'aller à Marseille et de dire c'est génial, on a arrêté 130 dealers, yes. Et après, le directeur général du quotidien La Provence vient de se faire virer. Enfin, il est en passe de se faire virer parce qu'il a titré le ministre est parti et nous on est toujours là avec la photo de dealers dans les quartiers. C'est ça la réalité. C'est très bien d'une opération Place Nette. Bien sûr qu'il faut aussi arrêter les petits dealers. Mais, pardon, ça ne sert strictement à rien tant qu'on n'a pas derrière travaillé le fond, tant qu'on n'a pas aussi travaillé sur les questions d'urbanisation, de réurbanisation, de politique de la ville, de milieu associatif, de rôle de la municipalité dans la ville, etc., etc., etc. Alors la une du journal La Provence était peut-être un peu provocatrice, mais elle parle aussi d'une réalité. Une fois que les opérations Place Nette sont terminées, une fois que le ministre est rentré à Beauvau, sur le terrain, la situation reste quasi la même. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors ça nous amène tout naturellement au second thème de cette interview, plus économique, le budget de la sécurité. Pensez-vous que le budget alloué à la sécurité en France est suffisant? On a voté en décembre 2022 la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, euh, qui mettait 15 milliards d'euros sur la table. C'est un budget important, c'était la première fois.
15 milliards d'euros, c'est un budget qui a permis de changer quasi entièrement la flotte de véhicules de la police nationale. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, les 3008, floqués, rouge, bleu, blanc, rouge et en grise désormais. Ça a permis en partie de rénover les locaux, le patrimoine, l'immobilier, c'est-à-dire les commissariats, pour tout vous dire. Ça a permis aussi de doter la police nationale d'un certain nombre de logiciels, d'éléments pratiques, techniques, d'outils quotidiens pour les policiers. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple. Nous accueillons les Jeux Olympiques dans notre pays dans quelques semaines. Notre pays n'est pas prêt. Notre pays n'est pas prêt puisque nous sommes en train d'essayer très difficilement d'embaucher de mémoire 40 000 réservistes pour aider la police nationale avec des vrais problèmes qui s'opposent puisque un hebdomadaire a révélé la semaine dernière ou il y a 15 jours que parmi ces 40 000, 39 000 réservistes qu'on embauche, un certain nombre, beaucoup sont d'anciens prisonniers, des gens qui tombent sous le coup de malversations, etc., etc. Donc on embauche à peu près n'importe qui parce qu'on ne s'est pas donné le temps d'embaucher, de former, d'encadrer. Donc c'est une vraie difficulté. Donc le budget de 15 milliards de la LOPMI, il y a 18 mois, il était nécessaire, mais il n'a fait que rattraper un retard d'équipement de la police nationale. Donc aujourd'hui, non, je ne pense pas qu'il y ait des effectifs suffisants dans notre pays, eu égard à la situation, eu égard à la manière dont les choses se passent. Et compte tenu de ces difficultés, selon vous, quels sont les principaux défis en matière de sécurité auxquels la France est confrontée actuellement? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on sous-estime incroyablement j'allais dire le danger, oui, l'immense défi du trafic de stupéfiants. La Belgique est confrontée à une prise en main des narcotrafiquants de manière incroyable sur la société belge. C'est la même chose pour les Pays-Bas, c'est la même chose pour l'Italie, c'est la même chose pour l'Espagne. Et la chose la plus urgente que le ministre de l'Intérieur a trouvé à faire, c'est de démanteler la police judiciaire, qui était la vraie police d'enquête sur les trafics de stupéfiants. L'immense défi, il est là. Le trafic de stupéfiants, à l'échelle européenne et à l'échelle française, prend des proportions absolument dramatiques, avec l'arrivée par ailleurs de nouveaux produits de synthèse, etc. Et je pense que sincèrement, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à ce qui n'est pas un futur, mais un présent. Et face à ces défis, faut-il renforcer le budget de la police et voire même de l'armée? Alors, ce sont deux choses différentes. La question n'est pas forcément une question de budget. Le ministre de l'Intérieur a complètement démantelé la police judiciaire, qui a été renvoyée dans le commissariat pour faire du chiffre. Je synthétise, voire même je caricature un peu, mais on en est là quand même. Y compris aujourd'hui, le patron du parquet national financier dit « Mais attendez, la réforme de la PJ qui est intervenue en janvier, c'est une catastrophe, elle nous a privés de véritables moyens. » L'urgence, c'est pour moi de restructurer les services à l'inverse pour redonner à une vraie police judiciaire des moyens conséquents d'enquête et d'enquête en relation avec les pays qui nous entourent sur la question du trafic de stupéfiants. Songez qu'en Belgique, le port d'Anvers, qui est une des principales portes d'entrée des produits qui viennent d'Amérique latine, héroïne, cocaïne, le port d'Anvers, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de containers qui arrivent chaque jour sur, de mémoire, 250 km de quai au port d'Anvers. Seuls 1,3-1,5% de ces containers sont contrôlés. Aujourd'hui en France, on n'aurait même pas la possibilité de faire ça. Et l'emprise des narcotrafiquants, je pense qu'on la sous-estime dans notre pays. Et face à, du coup, à ce nouveau danger sur le trafic de stupéfiants, faut-il faire appel au secteur privé pour épauler l'État sur cette question? Sûrement pas. La sécurité doit rester une compétence régalienne de l'État. Et c'est sûrement pas en sous-traitant au privé quoi que ce soit qu'on va résoudre ce problème de société absolument invraisemblable et hyper dangereux. Ce qu'on peut sous-traiter au privé, c'est peut-être éventuellement la sécurisation de certains sites, la sécurisation d'événements, mais sûrement pas confier au privé, sous-traiter au privé, c'est-à-dire en dehors de la compétence régalienne, des enquêtes d'une telle intensité, d'un tel niveau et d'une telle importance. La question de la sécurité privée est très importante. Aujourd'hui, les effectifs des entreprises de sécurité privée
qui sont par ailleurs en augmentation exponentielle, dépassent les effectifs de la police nationale, dépassent les effectifs des polices municipales, dépassent les effectifs de la gendarmerie nationale. Or, on sait, parce que les rapports de la Cour des comptes se succèdent et malheureusement se ressemblent, les effectifs de la sécurité privée sont mal formés, mal formés à leur métier, mal formés à la société qui les attend, et on délivre aujourd'hui des cartes professionnelles, je ne dirais pas n'importe comment, à n'importe qui, mais de manière probablement trop rapide et trop facile. Or, qu'on le veuille ou non, les officines de sécurité existent et sont de plus en plus importantes en effectif dans notre pays. Donc l'urgence, c'est probablement d'avoir un travail en partenariat avec les sociétés de sécurité privée plus important qu'aujourd'hui. Quand vous allez dans nos villes aujourd'hui, à travers les contrats locaux de sécurité, à travers les CLSPD, etc., il n'y a pas de travail avec la sécurité privée, qui reste un partenaire éloigné, avec qui il n'y a pas de réflexion en commun. Or, en effectif, il dépasse tout, et il dépasse tout le monde. Donc le travail de coordination avec la sécurité privée doit être accentué, ça me paraît une évidence. Mais évidemment pas sous-traiter à la sécurité privée les enquêtes. Ça relève d'une PJ qui, je le redis, vient d'être quasiment démantelée et qu'il nous faut absolument restructurer solidement et de manière charpentée, c'est une urgence. Et autre pan de la sécurité, c'est la cybersécurité. Doit-on miser sur cet aspect technologique pour garantir notre sécurité? Faut-il investir dans ce domaine? Et surtout, comment? Mais la cybersécurité, on n'a pas à se demander s'il faut, s'il ne faut pas. C'est comme la mondialisation, ça existe. Ne nous battons pas contre la sécurité, la cybersécurité. Il nous faut absolument aujourd'hui investir massivement dans notre protection à tous les niveaux. On sait qu'aujourd'hui, des établissements publics, des hôpitaux, des mairies ont été piratés par des délinquants du web, en quelque sorte, avec des dégâts énormes. On sait aujourd'hui que des élections dans un pays du monde peuvent être manipulées par des malveillants du web, si j'ose dire, des délinquants du web qui se trouvent à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète. Donc, la sécurité, la cybersécurité, c'est un invariant, une constante aujourd'hui, mais qui là aussi va devenir absolument phénoménal. Et je relie d'ailleurs les deux thématiques que vous avez abordées, c'est-à-dire la cybersécurité d'un côté, le trafic de stupéfiants de l'autre. L'union de ces deux délits est en train de faire des dégâts terribles. Vous avez aussi été vice-président de la métropole lilloise, délégué sécurité et prévention de la délinquance. À l'échelle d'une métropole comme Lille, la sécurité représente-t-elle un coût important? Combien d'euros cela représente concrètement? Je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait qu'on inclue et qu'on fasse une démarche de recoupement de tous les budgets, en y incluant le coût des polices municipales. Il y a 1200 policiers municipaux dans la métropole lilloise. Il faudrait qu'on recoupe les budgets des villes dotées de police municipale. Il faudrait qu'on y ajoute les sommes dépensées pour la cybersécurité et la protection des villes. Faudrait qu'on y ajoute ce qui fait partie de la sécurité privée. J'ai pas de coût à vous donner, j'en sais rien. Je pense pas que qui que ce soit se soit livré à ce calcul. Mais une chose est certaine, c'est qu'il nous faut accentuer la réflexion à l'échelle de la métropole. La délinquance ne s'arrête pas porte d'Arras ou à l'île Saint-Maurice sous prétexte que derrière on change de patelin, on change de nom. Donc, et là je pense que la réflexion à l'échelle métropolitaine, à l'échelle du territoire métropolitain, est trop peu engagée. Moi j'avais en charge de mettre en place à la métropole européenne de Lille, avant de quitter ce poste, une police métropolitaine des transports et de l'environnement. Bon, il semble que ce projet ait été abandonné par mes successeurs. Je le regrette. Nous avions la possibilité d'avoir, pour la première fois, en France et à l'échelle de 87 communes, ce qui est unique, une police des transports, une police de l'environnement qui aurait travaillé de manière transversale sur l'ensemble des communes. Il y avait là une nouveauté importante et surtout une nouveauté qui va devenir absolument nécessaire. Moi, je suis preneur de toutes les structures, même si elles ne génèrent pas de financement nouveau, de toutes les structures de réflexion à l'échelle métropolitaine sur l'ensemble des thématiques qui se posent au niveau de la sécurité
et de la prévention de la délinquance. Alors la police, là-dessus, a évidemment une structuration qui est différente de celle des élus, mais nous gagnerions à accentuer la réflexion à l'échelle métropolitaine sur l'ensemble de ces questions. Et toujours sur Lille, selon un récent classement du Parisien, Lille est la ville la plus dangereuse de France. Comment expliquez-vous cette position dans le classement? Je me l'explique pas. J'ai cru comprendre que ce classement du Parisien, c'est les journalistes eux-mêmes qui en avaient fait les critères et l'analyse. Alors je veux citer aucune ville. Bah si, citons quand même Marseille puisque c'est connu. Enfin, ça n'a rien de commun. Je ne comprends pas qu'on puisse établir ce genre de classement et surtout l'argumenter aussi peu. Et alors, nous allons un peu plus continuer sur l'économie de manière un peu plus générale, avec un dernier thème, la réforme du RSA. Et donc, première question, considérez-vous que cette réforme va remettre au travail les Français? Non. D'ailleurs, un article est paru cette semaine dans le Parisien, je crois, sur le premier bilan à l'échelle du bassin parisien, puisque l'expérimentation aujourd'hui touche de mémoire 37 ou 47 départements. Alors, il se trouve que je connais bien le sujet parce que j'ai été vice-président du conseil départemental en charge de l'insertion économique et sociale des allocataires du RSA. L'idée du gouvernement qui est de dire, et qui part d'un postulat, qui parle que les allocataires du RSA ne veulent pas travailler. On part de ce postulat. Et on dit, on va les mettre au travail. Et on dit, si vous voulez avoir le RSA, on le conditionne à 15 heures de travail par mois. Moi, j'attire l'attention déjà sur un point, c'est que si le RSA est une allocation universelle, c'est-à-dire qui est donnée à tous ceux qui remplissent les mêmes critères, pourquoi ne pas demander aussi aux chômeurs de travailler également pendant qu'ils sont en période de chômage et pour pouvoir accéder à leurs allocations chômage, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une allocation universelle, soumise à condition de non-travail, et que d'un côté, on ne demande pas aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi de travailler un certain nombre d'heures par semaine gratuitement, pour pouvoir toucher leur indemnité, et qu'on le demande aujourd'hui aux allocataires du RSA. Quelle différence? C'est qu'on considère que les allocataires du RSA, eh bien, ne feraient pas beaucoup d'efforts pour travailler. C'est méconnaître totalement la situation des allocataires du RSA. D'abord, moi je connais peu de gens qui font des pieds et des mains, passez-moi l'expression, pour réussir à gagner leurs 500 € par mois. Si c'était un tel nirvana, je ne comprends pas que la plupart des Français ne fassent pas tout leur possible pour devenir allocataires du RSA. Considérer que le RSA est une espèce de moyen pratique de ne rien faire aux frais de la princesse, c'est ne rien comprendre à ce qu'est la pauvreté. À ce qu'est la pauvreté. Gagner l'équivalent d'un SMIC à deux avec des enfants au RSA et penser qu'aujourd'hui c'est une situation enviable, voire recherchée par ceux qui touchent le RSA, c'est ne rien comprendre à la pauvreté, c'est méprisant au regard de ceux qui touchent le RSA. Et puis, le deuxième point, c'est que ce que fait le gouvernement, c'est qu'il il promeut ceux qui sont depuis le moins longtemps au RSA et qui, par conséquent, sont le plus rapidement employables. On laisse de côté totalement ceux qui sont depuis longtemps au RSA, qui sont dans des difficultés invraisemblables et qui ne sont pas employables tout de suite. Aujourd'hui, on connaît bien la situation des personnes qui sont au RSA et qui sont les plus éloignées de l'emploi. On les connaît bien parce que toutes les enquêtes, depuis des années, se recoupent et donnent les mêmes résultats. Les personnes allocataires du RSA qui sont le plus éloignées de l'emploi, ce sont des gens qui cumulent tout, absolument toutes les difficultés. D'abord, par définition, ils n'ont pas d'argent. Je le redis, imaginez qu'on puisse rechercher à gagner le RSA en se disant que ça va être merveilleux de gagner 500 € par mois en faisant rien. Faut vraiment rien comprendre. Donc ce sont des personnes qui d'abord sont des grandes difficultés financières. Ce sont des personnes qui, parce qu'elles sont de grandes difficultés financières, ont des grandes difficultés de logement, parce que quand vous êtes à 500 € par mois, vous n'avez pas forcément, selon les cas, accès au logement social. Comme elles n'ont pas accès au logement social, elles se logent dans des logements privés, bien souvent insalubres. Ah oui, forcément, à ce prix-là, on n'habite pas dans des châteaux. Comme elles travaillent, comme elles sont logées dans des logements insalubres, elles développent des problèmes de santé, en général des difficultés pulmonaires, etc., dues à l'insalubrité. Et puis, bien entendu, elles ont des problèmes de mobilité parce qu'elles n'ont pas les moyens, évidemment, de se déplacer en véhicule. Donc, on a des personnes qui ont des problèmes de logement,
qui ont des problèmes d'argent, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de mobilité, et on leur dit, vous, si vous voulez toucher vos 500 €, en plus, vous allez devoir faire ces 15 heures. Et comment on fait pour aller chercher, à continuer à chercher du travail, quand on est devant un tel nombre de difficultés au quotidien, et qu'en plus, on vous ajoute les 15 heures obligatoires. C'est ne rien comprendre, ou plutôt, mais ça n'est que mon avis d'élu socialiste, ou plutôt c'est très bien comprendre ce qui se passe dans le quotidien des allocataires du RSA, et c'est un moyen bien commode de les exclure encore plus de leur situation. Et plus généralement, est-ce que cette réforme reflète pour vous la politique économique d'Emmanuel Macron? Ah bah oui, la politique économique d'Emmanuel Macron, vous savez, moi j'entends bien qu'on est dans de grandes difficultés budgétaires. Bruno Le Maire nous annonce en gros 30 milliards d'euros sur les 3 ans qui viennent, et même un peu plus à une plus grande échelle d'économie. On sait déjà que on va aller chercher sur la santé, qu'on va aller chercher sur le social, qu'on va aller chercher sur l'éducation, et on nous dit il n'y a pas d'autre choix possible. Ça c'est le truc habituel, on peut pas faire autrement. Mais moi j'ai plein d'idées là-dessus. La taxe sur les super profits. La taxe sur les super profits, ça ne veut pas dire prenons tous les bénéfices aux entreprises. Ça veut dire les entreprises les plus riches, ne prenons pas tous leurs bénéfices, faisons simplement un prélèvement de 2,5% sur la tranche supérieure des incroyables bénéfices qu'elles peuvent faire. Les dividendes distribués aux actionnaires du CAC 40 augmentent d'année en année. En 2023, on est à près de 150 milliards d'euros. On ne parle pas des bénéfices réinvestis, on parle des dividendes. Ça veut dire qu'on a distribué 150 milliards d'euros à des gens qui croulent sous le fric, On refuse d'aller taxer un peu plus ces gens-là, sans les dépouiller, d'aller taxer un peu plus ces gens-là. On refuse d'aller taxer les super profits, c'est-à-dire les profits absolument exceptionnels. On met l'accent sur la chasse aux fraudeurs de l'action sociale et du RSA. Par contre, on fait rien du tout pour augmenter la chasse à la fraude fiscale. 80 milliards d'euros par an à récupérer. Alors, les larmes de crocodile de Bruno Le Maire qui nous explique qu'on est dans la merde, il faut faire des économies par dizaines de milliards. Je n'y crois pas un seul instant. Et pour répondre à votre question, oui, ce sont des choix. Ce sont des choix parfaitement contestables. Nous ne sommes pas dans la situation d'un pays qui serait au bord de la ruine sans solution possible. C'est un choix politique, plutôt c'est un choix économique qui découle d'un choix politique assumé par le président de la République. S'agissant de ces idées, quelles autres alternatives à cette réforme en particulier envisagez-vous pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de précarité et réduire le chômage? Mais sur les allocataires du RSA, moi je l'ai fait à l'échelle du département, puisque, comme je vous le disais à l'instant, j'étais responsable de ça. Si on veut éviter demain d'avoir toute une catégorie de Français qui sont aujourd'hui les plus éloignés de l'emploi, qui pour le coup deviendront totalement inemployables, ce qu'il faut faire en plus de ce qui est fait avec ceux qui sont le plus proches de l'emploi. Il ne s'agit pas d'abandonner ceux qui sont le plus proches de l'emploi, c'est d'accompagner, d'aider ceux qui sont le plus éloignés à passer étape par étape, à effacer étape par étape toutes les difficultés qui aujourd'hui les empêchent de progresser. Ça veut dire les accompagner sur les difficultés de santé, ça veut dire les accompagner sur les difficultés de logement, ça veut dire les accompagner sur les difficultés de mobilité, politiques qui aujourd'hui ont toutes été abandonnées. Et on est en train de rejeter ceux qui étaient déjà parmi les plus exclus.